Bonjour, bonsoir tout le monde, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Veritas Obscura. Avant qu'on ne débute cette vidéo, j'aimerais vous parler de 2-3 petites choses qui vont se mettre en place sur ma chaîne. Tout d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, dorénavant, les Veritas Obscura sortiront toutes les 3 semaines au lieu de 2. Je préfère ne pas trop me surmener pour continuer à faire un montage qui me plaît, qui prend énormément de temps, donc voilà, j'ai pas envie de me surmener et j'aimerais aussi et surtout que vous continuiez à aimer ce montage-là. Donc ça prend du temps, c'est pour ça que les vidéos vont être repoussées. J'aimerais aussi par la même occasion vous annoncer la création d'un podcast dans lequel je vais vous raconter de courtes histoires fantastiques, horrifiques, dans une ambiance que j'aurai à cœur de retranscrire à travers mes mots et le design sonore. Alors là aussi, le but c'est de me faire plaisir évidemment, mais aussi de vous proposer des histoires que j'écris dans des univers et dans un style qui ne se retrouveront peut-être jamais sur le concept Veritas Obscura. C'est aussi un moyen d'essayer de nouvelles choses sur une nouvelle plateforme. D'ailleurs, ces podcasts se retrouveront aussi sur YouTube, quelques temps plus tard, car j'aimerais pouvoir les faire illustrer pour leur donner vie, mais j'en suis encore à la phase de concept pour cette étape-là, donc on verra ça plus tard. Bref, pour finir avec ces annonces et enfin passer à l'épisode, je voudrais vous avertir de la mise en place de Live Backstage sur Twitch, une chaîne de streaming très bientôt. Vous me verrez faire du montage, enregistrer mes voix pour le podcast et aussi pourquoi pas jouer à des jeux vidéo. On pourra même se faire des petites parties ensemble si vous le souhaitez. Et évidemment, tout l'intérêt de ce live, c'est de discuter ensemble, alors j'espère vous y voir nombreux. Bref, tout ça c'est fini, restons-en là avec les nouvelles et parlons enfin du nouvel épisode, car nous allons aujourd'hui voir 3 histoires de survie extrême. Quand l'humain se retrouve poussé dans ses derniers retranchements, il ne reste plus que le mental, et sûrement un peu de chance, pour ne pas passer dans l'outre-tombe. Comme d'habitude, on se retrouve en fin de vidéo pour la véritable histoire, alors installez-vous confortablement et commençons cet épisode sur la survie extrême. Débutons cet épisode avec l'histoire d'un jeune homme, Simon Mazinski, ingénieur civil habitant Sacramento, en Californie, qui s'est retrouvé bloqué dans un immense incendie de forêt dans les années 2000 à Tahoe National Forest pendant plusieurs heures. Proche de la mort, il se fait secourir par une équipe de pompiers qui le retrouve inconscient à moins de 100 mètres des flammes. Le jeune Simon, âgé de 24 ans, est un brillant ingénieur civil ayant fini ses études à Caltech depuis 2 ans. Il travaille pour une compagnie spécialisée dans le gros œuvre, ponts, monuments et buildings. Il est à préciser que l'ingénieur est un enfant de la ville. Il n'a presque jamais pratiqué d'activité de plein air, quasi aucune expérience en randonnée et il n'est pas franchement porté sur la nature. Mais après une petite remise en question personnelle, Simon décide de se lancer dans une expérience toute nouvelle pour lui, un trekking d'une journée à Tahoe National Park, suivi d'une belle nuit en forêt sous la magnifique voûte céleste. Il s'équipe légèrement par manque d'expérience et commet surtout la grave erreur de ne pas regarder la météo. Et pourtant, depuis quelques semaines déjà, la sécheresse frappe de plein fouet la Californie et les menaces de départ de feu sont sans cesse évoquées aux actualités. Malheureusement, l'insouciance de Simon lui fera vivre une effroyable expérience. Le 13 août 2001, aux alentours de 7 heures, Simon se présente à l'entrée d'un des sentiers balisés, indiqué sur le blog internet d'un randonneur expérimenté. Il enclenche ses premiers pas sous la chaleur de plomb d'un soleil à peine levé. 2 heures plus tard, son téléphone sonne. Malheureusement, le réseau dans un lieu si vaste et reculé, d'autant plus dans les années 2000, l'empêche d'entendre l'avertissement qui lui est proféré par sa mère. Un départ de feu s'est déclaré depuis plus d'1 heure et la menace est bien réelle pour le jeune homme. Préoccupé par l'odeur de fumée, mais toujours aussi peu soucieux, alors je rappelle qu'il est plus que novice en matière d'escapade dans la nature,
Il continue sa marche, tiraillé par ses muscles endoloris et sa gorge asséchée par la chaleur éreintante. 1 heure plus tard, cette même chaleur et le manque d'air ont raison de lui, et il fait demi-tour pour rentrer à la maison. Évidemment, il ne se doute pas que 300 mètres plus loin, les flammes commencent peu à peu à ravager la forêt. Arrivé à la lisière d'un sous-bois, l'angoisse l'assaille alors que devant lui, le feu attaque le bois et les feuilles, séchés par le soleil estival. Pris au piège, suffocant et assoiffé, le jeune homme voit sa vie défiler. Le réseau, toujours HS, la ligne d'urgence lui permet, heureusement, de contacter les pompiers pour leur indiquer tant bien que mal sa position. Les ordres sont très clairs, rester en mouvement et surtout le plus éloigné du feu en attendant leur arrivée. Notre ami Simon va devoir marcher pendant plus de 5 heures, sans une seule goutte d'eau, mal rationnée à cause de la sécheresse ambiante, afin d'échapper au brasier ardent qui le poursuit sans relâche. Il dit s'être évanoui une première fois, son cerveau sûrement submergé par le dioxyde de carbone. Réveillé quelques minutes plus tard, il prend la fuite devant des flammes plus proches que jamais. Le stress, les douleurs musculaires, la soif et la fatigue extrême l'assaillent, mais il continue sa route pendant les dernières minutes avant son sauvetage. Les bribes d'air chargées de dioxyde finissent par le terrasser, il tombe au sol, inerte. Il est retrouvé une vingtaine de minutes plus tard par une patrouille de pompiers qui débute son intervention sur des flammes gigantesques qui s'élèvent à moins de 100 mètres du jeune ingénieur. Il s'en est sorti sans aucune séquelle. Et même s'il n'est pas devenu accro aux randonnées, comme on peut l'imaginer, il s'adonne à présent aux activités extérieures et ne loupe jamais l'occasion de regarder en amont la météo du jour, juste au cas où. Voici une histoire des plus intrigantes, qui révèle quelques mystères à ce jour toujours irrésolus. Une expérience comme celle-ci, il faut que je vous la raconte. Alors, imaginez-vous être un pêcheur ou une pêcheuse, embarqué dans une banale sortie de mer pour chasser du requin. Rien de bien dangereux jusqu'à présent, si ce n'est que tout à coup, l'embarcation tombe en panne, faute d'essence. Imaginez-vous flottant dans une embarcation en dérive, ne mangeant que de la viande crue, de poissons pêchés par miracle ou de canards un peu trop naïfs pendant 9 mois. Un groupe de 5 pêcheurs mexicains se sont en effet embarqués un petit matin d'octobre 2005 dans les eaux du Pacifique pour, selon leur dire, pêcher du requin. Après une panne d'essence au beau milieu de l'océan, l'embarcation commence à dériver lentement, les éloignant toujours plus des terres mexicaines. Aucun d'eux n'ont pu contacter les secours, et résignés, ils s'en sont remis à la grâce de Dieu pour les sauver. En attendant qu'un miracle puisse les sortir de cette affreuse situation, les pêcheurs ont tenté, tant bien que mal, de récupérer de la nourriture. Malheureusement, les hameçons à requins empêchent l'équipage de pouvoir récupérer de plus petits poissons, et c'est souvent la chance qui leur permet de récolter de maigres butins. Ils font face à un problème de taille. Ils n'ont évidemment pas de quoi cuisiner les poissons et quelques oiseaux ou canards qu'ils arrivent à attraper dans leur filet de fortune. Les aliments sont donc consommés crus et 2 des pêcheurs n'arrivent pas à ingurgiter cette nourriture. Ils vomissent immédiatement leur contenu et après plusieurs semaines ainsi, ils finissent par vomir du sang. Ils décèdent au bout d'un mois environ et leurs 3 acolytes décident de les jeter par-dessus bord. C'est ce passage-là de l'histoire qui est d'ailleurs assez intriguant. Beaucoup de personnes au Mexique, après leur sauvetage, se sont demandé ce qu'il est réellement advenu de ces 2 pêcheurs, soi-disant malades. Se pourrait-il que les 3 autres pêcheurs, se sentant en danger pour leur vie et devant la faiblesse de leurs collègues malades, les aient tués pour avoir de la nourriture à bord ? Nous sommes là dans de la grande spéculation. Sûrement que nous n'aurons jamais le fin mot de l'histoire, à moins que l'un des pêcheurs finisse par dire la vérité. Quoi qu'il en soit, après de nombreux mois en mer, à manger de la nourriture crue et à boire de l'eau de pluie qu'ils récupèrent dans des casseroles, vient enfin l'heure de la rescousse. Alors que de nombreux bateaux au large passent sans les remarquer, un thonier découvre un point sur son radar dans la journée du 9 août. Curieux, l'équipage se rend sur place et découvre les 3 hommes dans un état comateux au bord de la mort. Ils se font secourir et se retrouvent à bon port quelques heures plus tard.
Jesus Lopez, 27 ans, Lucho Rendon, 28 ans et Salvador Ordonez, 38 ans, sont donc les rescapés de cet incident presque banal qui les a tenus éloignés de la terre ferme et de leur famille pendant plus de 9 mois. Pour cette dernière histoire, partons ensemble en Inde, dans la petite ville de Bar, dont les habitations longent le Gange à flanc d'une petite montagne. L'Inde est un pays durement touché par les moussons de juin à septembre, et c'est durant l'une d'elles, au mois de juillet 2005, que s'est déroulée une catastrophe de grande ampleur à Bar. La crue de la Gange et les éboulements de la montagne ont entraîné plusieurs maisons, ensevelissant certains autres sous des torrents de boue. Et c'est dans l'une d'entre elles que notre histoire porte son attention. Amrish Sampanisha et sa femme Kali se sont tous les deux retrouvés bloqués pendant plusieurs jours dans leur maison, ensevelis sous plusieurs centaines de kilos de boue, les empêchant de sortir. 11 juin 2005, la mousson débute lentement dans la partie est du pays et les météorologues annoncent un épisode plus intense que prévu. Amrish, 32 ans, est conseiller en bureautique pour une entreprise de logiciels et Kali, 28 ans, est caissière dans le petit magasin de la ville. Jeunes mariés, ils se sont installés depuis 2 ans dans cette maison, un peu en amont du Gange, au pied de la petite montagne morcelée par endroits. La précarité domine dans cet endroit du monde et les emplacements à risque des habitants vis-à-vis d'inondations, tremblements de terre et éboulements sont tout de même parsemés de petites maisons en briques. Et c'est là, en plein milieu d'une zone à risque, qu'habite le couple. Et lorsque la première crue du Gange oblige l'infertile fleuve à se déverser sur les habitations, la population locale impuissante ne fait rien. Le jour fatidique arrive le 2 juillet 2005 en début de matinée. L'intense pluie ruisselle depuis les montagnes et alors que le Gange déborde allègrement, un flanc rocheux de la montagne s'effondre, se transforme en boue et dévale la pente pour venir s'écraser en contrebas comme un torrent de boue visqueux, ensevelissant tout sur son passage. Et sur son passage, évidemment, il y a la maison de Amrish et Kali, qui se fait submerger par ce déferlement violent. La toiture s'effondre, et les portes et fenêtres se bouchent sous la pression enveloppante de la boue. Ils n'ont plus d'issue possible. C'est le noir total dans la maison, et le silence règne tandis que le couple en panique essaye de trouver une issue. Le niveau de l'eau boueuse monte et les oblige à se réfugier en hauteur dans la petite chambre qui se trouve à l'étage. Au-dessus d'eux, la charpente visible laisse entrer quelques filets d'air et de lumière, baignant la pièce dans une atmosphère apocalyptique. Ils resteront coincés 8 jours dans leur petite chambre alors que la boue s'assèche tout autour de leur maison. Amrish dit qu'il doit sa survie à sa femme, qui n'a jamais douté et qui a eu la présence d'esprit de rationner la seule bouteille d'eau qu'ils ont à côté de leur lit, leur permettant de ne pas s'assoiffer. Le 10 juillet, à 14 h, les secours arrivent donc sur place et entendent les appels à l'aide du couple. Après les avoir extraits de leur sarcophage, ils les ont emmenés à l'hôpital pour un check-up qui s'est révélé positif. Les deux amoureux vivent à ce jour toujours ensemble, ils sont devenus des stars locales et vivent à nouveau dans la petite ville de Bar, dans une maison tout de même assez éloignée de la montagne, mais ils ne manquent pas, chaque jour, de regarder le flanc de roche qui a failli les ensevelir à tout jamais. Voilà donc dans la conclusion de ce nouvel épisode qui, je l'espère, vous a plu. Avant de continuer, vous le savez, c'est mon petit rituel, j'aimerais vous demander de vous abonner si ça n'est pas encore fait, puis de laisser un like ainsi qu'un commentaire. Activez aussi la petite cloche qui se trouve à côté. On a pu voir ces derniers temps que de moins en moins de spectateurs sont tenus au courant de la sortie de nos vidéos. Au moins avec ça, vous serez tranquille. Enfin, surtout moi. Bref, quelle est donc la véritable histoire de survie ? Eh bien, il s'agit d'un groupe de pêcheurs qui ont survécu 9 mois en mer avant de se faire secourir par un thonier. Alors, il est vrai, on se demande vraiment s'ils n'ont pas tué leurs 2 compagnons pour se nourrir, mais je pense que nous n'aurons jamais le fin mot de cette histoire. Petite anecdote un peu plus joyeuse, l'un des pêcheurs survivants, en rentrant au Mexique, a appris qu'il était devenu papa. Bref, c'est la fin, je sais que vous êtes triste,
Et moi aussi. Mais en tout cas, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Mais en attendant, vous le savez, il ne me reste qu'une seule chose à vous dire. La vérité peut parfois être plus sombre que le mensonge. À bientôt tout le monde.